Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Tour Pinacle, siège social, Manhattan. Le café se renversa sur la table en marbre lorsque Sophia Bennett frappa le poing si fort que même les plantes d'ornement tremblèrent. 50 paires d'yeux se tournèrent vers elle dans le hall du gratte-ciel le plus huppé de Wall Street. Incompétent. Le mot résonna dans l'environnement de verre et d'acier comme un coup de feu. Vous êtes absolument, complètement, catégoriquement incompétent. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Sophia respirait bruyamment, le visage rouge de colère, pointant le doigt vers l'homme le plus redouté des cercles d'affaires américains, Ethan Carter. 32 ans, pesant 2,8 milliards de dollars, connu pour faire trembler les PDG du Fortune 500 d'un simple regard. Il resta immobile. Ses yeux bleu acier, d'habitude froids comme un hiver à Chicago, brillaient maintenant d'une lueur indéfinissable. Surprise, amusement, ou fureur meurtrière. Pardon, pourriez-vous répéter? Sa voix sortit, dangereusement basse, avec cet accent de l'Upper East Side qui, d'habitude, faisait défaillir les assistantes. Sophia déglutit difficilement, mais le venin de l'adrénaline coulait toujours dans ses veines. Vous m'avez parfaitement entendu. Incompétent. INCOMPE accent aigu TANT. J'ai besoin de vous l'épeler? Ou vos études à Harvard ne couvraient pas ça? Un murmure collectif balaya le hall. Quelqu'un chuchota, elle est morte. Un autre marmonna quelque chose comme, ravi de l'avoir connue. La réceptionniste semblait sur le point de s'évanouir. Ethan fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux à moins d'1 mètre. Sophia était grande, 1,75 m, mais il la dominait toujours facilement du haut de son 1,90 m. Son parfum, quelque chose de cher qui coûtait probablement plus que le salaire de la jeune femme, envahit ses sens. Avez-vous la moindre idée de qui vous parlez, Miss Bennett? Sophia Bennett. Eh oui, je le sais. Je parle à l'homme qui vient de détruire 6 mois de mon travail parce qu'il n'a pas daigné examiner les contrats avant de les signer. Elle croisa les bras, gardant le menton haut. L'homme qui a licencié 50 familles une semaine avant Noël parce que l'optimisation des ressources fait bien dans les rapports annuels. Ah. Il pencha la tête, l'étudiant comme un prédateur étudie sa proie. Vous travaillez pour Lawson et Associates. Je travaillais. Passé. Grâce à votre définition très particulière de la due diligence. Ethan sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le genre de sourire qui poussait les concurrents à liquider leur position et à fuir dans les hantons. Intéressant. Il sortit son iPhone de la poche de son costume italien, un mouvement décontracté qui fit instinctivement reculer la moitié des gens dans le hall. Nathan? Oui, c'est moi. Il me faut des infos sur une Sophia Bennett, ex-Lawson et Associates. Quoi? Ah. Je vois. Oui. Ça explique tout. Sophia sentit son estomac se nouer. Mince. 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 Ethan rangea son téléphone et reporta toute son attention sur elle, ses yeux perçants lui transperçant l'âme. Alors, vous êtes la fameuse Sophia Bennett. La directrice créative qui a imaginé la campagne Pulse of America qui a sauvé Lawson de la faillite l'année dernière. Très talentueuse, d'après ce que j'entends. Il marqua une pause théâtrale. Et maintenant au chômage. Ce n'est pas le sujet. En fait, c'est exactement le sujet. Ethan vérifia la Patek Philippe en or à son poignet. Parce que vous venez de me donner une idée brillante. Sophia n'aima pas du tout le ton qu'il employait. Comme vous l'avez si bien dit, je suis incompétent. J'ai clairement besoin d'aide pour comprendre les nuances de la communication d'entreprise. Il sourit à nouveau, montrant cette fois toutes ses dents parfaites. Félicitations, Miss Bennett. Vous venez de décrocher un emploi. Quel emploi? Vous allez m'apprendre à ne pas être incompétent. Vu que vous êtes une experte en la matière. Pour identifier l'incompétence, je veux dire. Vous semblez être la personne parfaite pour le poste. Tout le hall retenait son souffle. Je ne veux pas travailler pour vous. Ah, mais vous allez vouloir. Ethan s'approcha encore, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Parce que si vous n'acceptez pas, je m'assurerai qu'aucune agence de publicité, cabinet de communication ou société de conseil à New York, Los Angeles,
ou n'importe où aux États-Unis, ne vous embauchera plus jamais. Votre carrière sera terminée avant même que vous n'ayez quitté ce bâtiment. Sophia sentit son sang se glacer. Il était sérieux. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes comme Ethan Carter ne faisaient pas de menaces en l'air. Et si j'accepte? Si vous acceptez, vous gagnerez le triple de ce que vous gagnez chez Lawson. Vous aurez accès aux meilleurs projets du pays. Et qui sait? Il fit une pause, ses yeux brillants de malice. Peut-être que vous m'apprendrez vraiment quelque chose. Sophia regarda autour d'elle. 50 personnes les observaient toujours comme s'il s'agissait d'un épisode en direct de Succession. Il n'y avait aucune issue. C'était accepter, ou voir sa carrière partir en fumée. Combien de temps? 3 mois. Si après 3 mois, vous n'arrivez pas à me transformer en le dirigeant le moins incompétent d'Amérique, je considérerai cela comme la preuve que vous êtes tout aussi incompétente que moi. Elle tendit la main, priant pour qu'elle ne tremble pas, marché conclu. Ethan lui serra la main, la retenant une seconde de plus que nécessaire. Bienvenue dans votre pire cauchemar, Sophia Bennett. Quand elle quitta le bâtiment 10 minutes plus tard, un contrat signé à la main et le sentiment d'avoir pactisé avec le diable, elle ne vit pas Ethan, toujours debout dans le hall, la regardant à travers la vitre avec une expression que personne ne pouvait déchiffrer. Nathan, son assistant depuis 10 ans, s'approcha prudemment. « Monsieur, puis-je demander ce qui diable vient de se passer ?» Ethan continuait de regarder la rue où Sophia disparaissait dans la foule new-yorkaise. « Je viens de rencontrer la première personne depuis des années qui n'a pas peur de moi, Nathan. Et c'est une bonne chose? Je n'en ai absolument aucune idée. » Ethan se retourna enfin, ce sourire dangereux jouant toujours sur ses lèvres. « Mais ça va être intéressant de le découvrir. » L'appartement de Sophia à Brooklyn ressemblait au passage d'un ouragan. Si les ouragans étaient faits d'échantillons de tissu, de maquettes de campagne et de bouteilles de vin vides. Assise en tailleur sur son lit, elle fixait le contrat que les avocats d'Ethan lui avaient livré moins de 2 heures après leur rencontre dans le hall. 3 mois, marmonnait-elle en feuilletant les pages de jargon juridique qui, pour l'essentiel, se résumaient à « Votre âme nous appartient désormais ». 3 mois pour rendre Satan lui-même moins incompétent. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur, Olivia. Vu sur LinkedIn. Tu as quitté Lawson. Tout va bien, sauf? Sophia grogna. La machine à rumeurs de l'entreprise tournait plus vite que le trafic de Manhattan aux heures de pointe, ce qui n'était pas peu dire vu que le trafic ici se déplaçait à la vitesse de la dérive des continents. Longue histoire. Je t'appelle plus tard. Je déménage peut-être temporairement dans mon cauchemar personnel. Tu participes à une émission de télé-réalité? Malgré tout, Sophia rit. Faites confiance à Olivia pour faire des blagues sur l'industrie du divertissement dans un moment pareil. Une autre vibration. Numéro inconnu. Demain. 7 heures précises. Ne soyez pas en retard. EC, 7 heures. Du matin, hurla Sophia à son téléphone. Qui est seulement fonctionnel à 7 heures du matin? Les vampires et les banquiers d'affaires. Voilà qui. Elle se laissa retomber sur son lit, fixant les taches d'humidité au plafond qui ressemblaient étrangement à l'État du Texas. Son propriétaire, M. Nowak, devait s'occuper de ça depuis 8 mois maintenant. Le contrat était détaillé. Il fallait reconnaître ça à l'équipe juridique d'Ethan. Le salaire, 180 000 $ pour 3 mois. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 2 ans chez Lawson. Le piège? Elle devait être disponible 24h24, 7h7, assister à toutes ces réunions et, d'une manière ou d'une autre, transformer l'homme d'affaires le plus impitoyable d'Amérique en quelqu'un doté d'émotions humaines réelles. Fastoche, dit-elle à son plafond, le Texas. Je vais juste saupoudrer un peu de poudre de fée et transformer Gordon Gekko en Monsieur Rogers. Son téléphone sonna. Olivia. Ok. Accouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ne t'avise pas de dire rien parce que ta mise à jour LinkedIn dit que tu prends une nouvelle direction dans le conseil aux entreprises, ce qui, en langage Sophia, signifie. J'ai fait quelque chose de catastrophiquement stupide, soupira Sophia. Olivia la connaissait trop bien. Être jumelle avait ses inconvénients. J'ai peut-être traité Ethan Carter d'incompétent en public. Très public. Genre. 50 personnes dans le hall de la tour Pinacle. Silence. Puis.
Sophia Rose Bennett. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. J'aimerais bien. Mais pour ma défense, il le méritait. Il a détruit la campagne sur laquelle je travaillais pour Lawson. 50 personnes ont perdu leur emploi parce que monsieur milliardaire n'a pas daigné lire les petits caractères. Et maintenant? Maintenant, je suis ça. Je ne sais même pas comment appeler ça. Coach en compétences? Consultante en comportement d'entreprise? Faiseuse de miracles professionnels? Olivia fit une pause, et Sophia pouvait pratiquement entendre sa jumelle faire une recherche Google à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu! Sauf. Il est magnifique. Jean, stupidement magnifique. Et riche. Et apparemment célibataire. D'après Forbes, il est aussi plus froid que l'arrière-train d'un pingouin. Et il a la gamme émotionnelle d'une calculatrice. Mais magnifique. Olivia. Concentre-toi. Je ne suis pas là pour m'extasier sur lui. Je dis juste que ce ne sera peut-être pas si terrible. 3 mois avec un milliardaire magnifique. Il y a pire. Il a menacé de détruire ma carrière si je n'acceptais pas, ok, c'est moins romantique. Mais quand même. Milliardaire magnifique. Sophia s'apprêtait à répondre lorsque l'interphone de son appartement sonna. Elle vivait au 4e étage d'un immeuble d'avant-guerre dont l'ascenseur fonctionnait quand il en avait envie. Personne ne passait à l'improviste à 9 h du soir. Attends, Liv. Quelqu'un sonne. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. Allô? Miss Bennett. Livraison de la part de Carter Industries. L'estomac de Sophia se noua. Il est 9 h du soir. Oui, madame. Monsieur Carter tenait à s'assurer que vous le receviez ce soir. Bien sûr, qu'il y tenait. Cet homme ne dormait probablement jamais. Il avait probablement ses rêves planifiés et classés par couleur dans son agenda. Montée. 4e étage. 5 minutes plus tard, Sophia faisait face à un livreur tenant une housse à vêtements, une boîte à chaussures et ce qui ressemblait à un petit écrin à bijoux. « Je n'ai rien commandé, dit-elle. Offert par Monsieur Carter, madame. Pour les réunions de demain. » Après son départ, Sophia étala le tout sur son lit. La housse contenait un tailleur de créateur, gris anthracite, impeccablement coupé, avec une étiquette qu'elle n'avait vue que dans les magazines. La boîte à chaussures contenait des talons en cuir italien qui coûtaient probablement plus cher que son loyer. L'écrin contenait une montre simple mais élégante et des boucles d'oreilles en perles. Son téléphone vibra à nouveau. Même numéro inconnu. Le code vestimentaire chez Carter Industries est de business formal. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une mise à niveau par rapport à votre garde-robe actuelle. Sophia baissa les yeux vers son sweatshirt de NYU taché de peinture et son pantalon de yoga. L'audace de cet homme. Elle prit son téléphone et tapa « J'ai des vêtements professionnels. » Merci. La réponse fut immédiate. J'ai vu ce que vous portiez aujourd'hui. Croyez-moi. Ce n'est pas le cas. Sophia suffoqua. Le culot. Elle portait son meilleur blazer. Bon. Son seul blazer qui n'avait pas de tache de café. Mais quand même, ce blazer venait de chez Banana Republic. Exactement. On se voit à 7 h. Salle de conférence A. Ne soyez pas en retard. Sophia fixa le téléphone. Puis les vêtements chers étalés sur son lit. Une partie d'elle voulait retourner à la tour Pinacle sur le champ et tout lui jeter à la tête parfaitement coiffée. Mais la partie rationnelle, celle qui se souvenait de son compte en banque vide et de la pile de factures en retard sur le comptoir de sa cuisine, murmurait que peut-être, juste peut-être, elle devrait ravaler sa fierté. Elle essaya le tailleur. Il lui allait parfaitement. Évidemment. Ethan Carter avait probablement des gens dont le travail consistait à connaître les mensurations de tout le monde juste en les regardant. La montre était magnifique. Simple, élégante, chère, sans être ostentatoire. Le genre de montre qui disait « Ma place est en salle de conseil » plutôt que « J'essaie trop fort ». Son reflet dans le miroir ressemblait à une personne différente. Professionnelle. Confiante. Comme quelqu'un qui pouvait réellement tenir tête à un milliardaire et gagner. Bon. Univers, dit-elle à son reflet. 3 mois. Je peux survivre 3 mois avec n'importe qui. Même si ce n'importe qui est arrogant, condescendant et incroyablement
Elle s'arrêta net. D'où cela venait-il? Son téléphone vibra une dernière fois. Olivia. Sauf, t'es toujours là? Tu es devenue silencieuse. Et ça m'inquiète. Sophia se regarda à nouveau dans le miroir. Puis le contrat sur son lit. Puis la vue de la ligne d'horizon de Manhattan à travers sa minuscule fenêtre. Je suis là. Et Liv, je crois que je suis sur le point de faire quelque chose soit d'incroyablement stupide, soit d'incroyablement brillant. Te connaissant, probablement les deux. Bonne chance, sœurette. Essaie de ne pas tomber amoureuse du milliardaire. Sophia rit. Mais alors qu'elle raccrochait et se préparait à se coucher, les mots d'Olivia résonnaient dans son esprit. Tomber amoureuse du milliardaire? C'était ridicule. Elle préférait encore tomber amoureuse d'un requin affamé. Quoique, elle devait admettre en sombrant dans le sommeil, tous deux étaient probablement tout aussi dangereux. La dernière chose qu'elle se souvint avoir pensé, c'est que demain, son vrai défi commencerait. Et Ethan Carter n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était embarqué. Elle non plus. Mais c'était un problème pour la Sophia du futur. La Sophia du présent essayait juste de survivre jusqu'au matin sans faire de crise de panique. Dehors, Manhattan scintillait comme un million de promesses et de menaces. Et quelque part dans ce dédale de lumière, Ethan Carter était probablement encore éveillé, planifiant son premier jour dans ce qu'il avait appelé son pire cauchemar. Sophia sourit sombrement dans l'obscurité. S'il pensait être son cauchemar, il était sur le point de découvrir qu'elle pouvait aussi en être un. Sophia arriva à la tour Pinacle à 6h55, s'agrippant à un café venti comme si sa vie en dépendait. Le portier du matin, différent de celui de la catastrophe de la veille, la regarda de haut en bas avec une approbation évidente. Vous devez être Miss Bennet. Monsieur Carter vous attend. 42e étage, salle de conférence A. Le trajet en ascenseur ressemblait à une ascension du mont Olympe. Si le mont Olympe avait été conçu par quelqu'un ayant une obsession sérieuse pour le marbre et beaucoup trop d'argent. Sophia vérifia son reflet dans les portes en acier poli. Le tailleur de créateur lui donnait l'air d'être à sa place, même si elle se sentait comme une usurpatrice. La salle de conférence a été un sanctuaire de verre dédié à l'intimidation d'entreprise. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur Manhattan, tandis qu'une table en acajou qui pourrait probablement accueillir l'ONU entière dominait le centre. À la tête de cette table était assis Ethan Carter, d'une perfection agaçante dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Vous avez 3 minutes d'avance, » dit-il, toujours concentré sur son ordinateur portable. « Je suis impressionné. »« Je suis toujours ponctuel, » répondit Sophia en posant son café et en prenant le siège en face de lui. Contrairement à certaines personnes qui pensent que les contrats sont une lecture facultative. Cela capta son attention. Ses yeux bleu acier se levèrent pour rencontrer les siens, et Sophia ressentit un petit frisson de satisfaction. Un point pour elle. Commençons-nous votre éducation, Miss Bennet? Je pensais être ici pour éduquer vous. Oh, c'est le cas. Mais d'abord, vous devez comprendre avec quoi vous travaillez. Nathan. La porte s'ouvrit immédiatement, et un homme d'une 50aine d'années entra. Grand, impeccablement vêtu, avec le genre d'énergie efficace qui criait le super assistant de direction. Nathan Liu. Voici Sophia Bennet. Sophia, Nathan me maintient en état de marche depuis 10 ans. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, c'est votre homme. Nathan sourit chaleureusement, un contraste frappant avec l'attitude polaire de son patron. Ravi de vous rencontrer, Miss Bennet. J'ai beaucoup entendu parler de votre rencontre d'hier. En mal, j'en suis sûr, dit Sophia. Au contraire. Cela faisait des années que personne n'avait fait sourire Monsieur Carter de cette façon. Je ne souriais pas, dit vivement Ethan. Bien sûr que non, monsieur. Mon erreur. L'expression de Nathan resta parfaitement neutre, mais Sophia capta la légère lueur dans ses yeux. Elle l'aimait déjà. Nathan. Veuillez mettre Miss Bennet au courant du programme d'aujourd'hui. Nathan sortit une tablette avec l'efficacité d'un magicien sortant des lapins d'un chapeau. 9h, réunion du conseil avec Sterling Industries concernant l'acquisition. 10h30, conférence téléphonique avec le bureau de Tokyo. Midi, déjeuner avec le sénateur Thompson au sujet du projet de loi sur les infrastructures. 14h, bilan trimestriel avec les chefs de service. 16h,
conférence de presse concernant l'acquisition de Lawson. La tasse de café de Sophia se figea à mi-chemin de ses lèvres. L'acquisition de Lawson? Le sourire d'Ethan était assez aiguisé pour couper du verre. Surprise. J'ai racheté votre ancien employeur ce matin. Ça semblait être un bon investissement. Vous quoi? Quand? Comment? OPA hostile. Très hostile. J'ai commencé les démarches à minuit. J'ai conclu l'affaire à 5 heures du matin. Il se renversa dans sa chaise, l'air insupportablement satisfait de lui. Ils ne l'ont jamais vu venir. Sophia le dévisagea, les pièces du puzzle s'assemblant. Vous avez acheté Lawson juste pour me prouver quelque chose. J'ai acheté Lawson parce que c'était sous-évalué et mal géré. Le fait que cela vous prouve quelque chose n'est qu'un délicieux bonus. Vous êtes fou. Je suis méticuleux. Il y a une différence. Ethan se leva, boutonnant sa veste de costume. Maintenant. Êtes-vous prête pour votre première leçon sur ma façon de faire des affaires? La salle du conseil pour la réunion Sterling était encore plus intimidante que la salle de conférence A. 20 dirigeants en costumes sombres identiques étaient assis autour d'une table qui aurait pu servir de porte-avions. Sophia prit place dans un coin, carnet de notes à la main, essayant d'avoir l'air à sa place. Ethan dominait la pièce sans même essayer. Sa présence était magnétique. Pas chaleureuse, exactement, mais impossible à ignorer. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Quand il souriait, tout le monde se tendait. Messieurs, dames, commença-t-il, sa voix portant sans effort dans le vaste espace. Discutons des raisons pour lesquelles Sterling Industries a besoin de Carter Industries plus qu'ils ne sont prêts à l'admettre. Ce qui suivit fut une masterclass de négociation d'entreprise, à la fois brillante et terrifiante. Ethan disséqua les rapports trimestriels de Sterling tel un chirurgien, exposant leurs faiblesses avec une précision chirurgicale. Il anticipait chaque objection, contrait chaque argument, et donnait l'impression de le faire sans effort. Sophia se surprit à prendre des notes non pas sur ce qu'il faisait de mal, mais sur ce qu'il faisait de bien. Sa compréhension de la dynamique du marché était encyclopédique. Sa réflexion stratégique avait 3 coups d'avance sur tout le monde. Sa capacité à lire les gens et à exploiter leurs insécurités était. Eh bien, c'était horrible et impressionnant à la fois. Le problème n'était pas sa compétence. C'était son absence totale d'empathie. Lorsque le directeur financier de Sterling mentionna des licenciements potentiels, la réponse d'Ethan fut clinique, les licenciements sont inévitables dans toute fusion. La question est de savoir si vous voulez contrôler le processus ou vous laisser contrôler par lui. Quand quelqu'un souleva des inquiétudes sur la culture d'entreprise, Ethan balaya l'objection d'un geste. La culture est un luxe que les entreprises s'offrent quand elles n'ont pas à s'inquiéter de leur survie. Sterling n'est pas dans cette position. Il avait raison. Mais la façon dont il le disait donnait la chair de poule à Sophia. Ce n'étaient pas des chiffres sur une feuille de calcul. C'étaient les vies des gens. 2 heures plus tard, Sterling Industries avait été acquise pour 40% de moins que leur prix demandé. Et tout le monde dans la pièce avait l'air d'être passé au mixeur. Excellente réunion, dit Ethan alors que les dirigeants de Sterling sortaient, l'air hébété. Nathan, veuillez envoyer le panier de félicitations habituel à leur bureau. Le plus cher. Bien sûr, monsieur. Quand la salle fut vide, Ethan se tourna vers Sophia, les sourcils levés. Alors? Votre évaluation. Sophia baissa les yeux sur ses notes, puis les releva vers lui. Vous n'êtes pas incompétent. Merci pour cet éloge vibrant. Vous êtes brillant. Terrifiant, en fait. Elle se leva, lui faisant face de l'autre côté de la salle de conseil maintenant vide. Mais vous êtes aussi complètement sans cœur. Sans cœur? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Ethan sembla véritablement surpris. C'est un mot fort. Vous venez de racheter une entreprise. Et vous prévoyez déjà de licencier des gens. Mais vous en discutez comme si vous commandiez à déjeuner. Ce sont des êtres humains, Ethan. Ils ont des familles, des prêts immobiliers, des enfants à l'université. Et si je ne prends pas les décisions difficiles maintenant, encore plus de gens perdront leur emploi quand l'entreprise fera faillite. Sa voix était toujours calme, mais Sophia capta une lueur d'agacement, peut-être de blessure, dans ses yeux. Parfois, être le méchant signifie être la personne qui résout vraiment le problème. Il doit y avoir un juste milieu entre l'efficacité sans cœur et la faillite. Vraiment?
Ethan s'approcha, et Sophia fut soudain consciente de sa taille, de la façon dont le tissu cher de son costume se tendait sur ses larges épaules. Montrez-le-moi. Montrez-moi ce juste milieu mythique. Vous avez 3 mois pour prouver que les affaires peuvent être menées avec. Comment avez-vous dit? Du cœur? Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir son parfum, voir la minuscule cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Considérez cela comme votre première mission. Sophia leva le menton, croisant son regard directement. Très bien. Mais j'aurai besoin d'un accès à tout. Rapport financier, dossier du personnel, document de planification stratégique. Tout. Accordé. Et je veux assister à toutes vos réunions. Déjà prévues. Et si je pense que vous prenez une décision inutilement cruelle, j'ai le droit de m'exprimer. Le sourire d'Ethan fut lent et dangereux. Ça promet d'être intéressant. Alors qu'il quittait la salle du conseil, Sophia ne put s'empêcher de penser qu'elle venait d'accepter quelque chose de bien plus compliqué que du conseil en affaires. La façon dont Ethan l'avait regardée quand elle l'avait traité de « sans cœur », comme si elle avait touché un point sensible qu'il avait oublié d'avoir. Nathan se mit à leur hauteur alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. Si je puis me permettre, Miss Bennet, c'était assez impressionnant. La plupart des gens ne défient pas Monsieur Carter aussi directement. La plupart des gens tiennent probablement plus à leur emploi qu'à leurs principes, répondit Sophia. Au contraire, dit doucement Nathan, jetant un regard à Ethan qui vérifiait son téléphone, n'écoutant vraisemblablement pas, la plupart des gens supposent simplement qu'il n'a aucun principe auquel faire appel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et alors qu'ils entraient, Sophia surprit Ethan en train de l'observer dans le reflet des portes en acier poli. L'espace d'un instant, son masque habituel de contrôle froid glissa, et elle vit quelque chose d'autre sous la surface, de la curiosité, peut-être, ou un défi. Ces 3 mois s'annonçaient très longs. Mais alors que l'ascenseur descendait vers leur prochaine réunion, Sophia réalisa qu'elle était plus impatiente qu'elle ne l'aurait cru. Ethan Carter était peut-être l'homme le plus arrogant et exaspérant qu'elle ait jamais rencontré. Il était aussi l'énigme la plus fascinante qu'elle ait jamais rencontrée. Et Sophia avait toujours été douée pour les énigmes. À la fin de sa première semaine chez Carter Industries, Sophia avait assisté à 3 acquisitions d'entreprises, 2 restructurations de départements, et une assistante de direction ayant ce qui ressemblait à une crise de nerfs dans le placard à fourniture. Elle avait également développé un respect mitigé pour le sens des affaires d'Ethan et une saine crainte de sa capacité à détruire des vies d'un simple email. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de le trouver dans son bureau à 23 heures un vendredi, toujours au travail. Sophia était revenue chercher son chargeur d'ordinateur portable. Le seul luxe que le relooking de sa garde-robe par Ethan n'avait pas inclus était un nouveau sac, et son ancienne sacoche avait une fermeture éclair cassée qui avalait occasionnellement des choses importantes. L'étage de la direction était sombre, à l'exception de la lueur provenant du bureau d'angle d'Ethan. Elle frappa à la porte ouverte. « Vous n'avez pas un pantouse où rentrer? Ou un yacht? Peut-être une île privée quelque part ?» Ethan leva les yeux de son ordinateur, et Sophia fut surprise de voir l'épuisement gravé dans les rides autour de ses yeux. Sa cravate était desserrée, les manches de sa chemise retroussées, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, comme s'il y avait passé les doigts. « J'ai un pantouse, dit-il, mais il est tout aussi vide à 23 heures qu'à 7 heures du matin. » Cette honnêteté inattendue prit Sophia au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires froidement confiant avec qui elle se battait toute la semaine. C'était quelqu'un qui avait l'air seul. « À quand remonte votre dernière vraie pause ?» demanda-t-elle en entrant dans le bureau. « Et ne me dites pas le déjeuner avec le sénateur Thompson, car c'était du travail déguisé en nourriture. Je ne prends pas de pause. Les pauses sont pour ceux qui peuvent se permettre d'arrêter d'avancer. » Il désigna les papiers éparpillés sur son bureau. Le marché de Tokyo ouvre dans 6 heures. Londres est déjà en pleine activité. Le monde ne s'arrête pas de tourner juste parce que c'est vendredi soir à Manhattan. Sophia s'approcha, étudiant les documents. Projection financière. Analyse de marché. Rapport de planification stratégique. Tous pour des entreprises qu'elle reconnaissait des réunions de la semaine. Vous faites tout cela vous-même. J'ai des équipes pour l'exécution. Mais les décisions. Il haussa les épaules. C'est à moi de les prendre. C'est insensé. Vous ne pouvez pas superviser personnellement chaque détail d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Regardez-moi faire. Sophia secoua la tête, s'enfonçant dans le fauteuil en face de son bureau.
Vous savez quel est votre problème? Je suis sûr que vous êtes sur le point de me le dire. Vous ne faites confiance à personne. Vous micro-gérez tout parce que vous partez du principe que tout le monde va tout gâcher. Elle se pencha en avant, étudiant son visage. Que vous est-il arrivé? Personne ne devient aussi contrôlant sans raison. Quelqu'un a dû vraiment vous laisser tomber pour vous faire penser que vous devez tout faire vous-même. Un instant, quelque chose vacilla sur les traits d'Ethan. De la vulnérabilité, peut-être. Ou une vieille douleur. Puis le masque retomba en place. Épargnez-moi votre psychologie de comptoir, Miss Bennett. Je réussis parce que je ne laisse pas les choses importantes au hasard. Vous réussissez parce que vous êtes brillant et que vous travaillez plus dur que n'importe qui d'autre. Mais vous êtes aussi malheureux, seul, et probablement à 30 minutes d'une crise cardiaque due au stress. Je vais bien. Vraiment? À quand remonte la dernière fois que vous avez ri? Et je veux dire vraiment ri. Pas ce sourire terrifiant que vous utilisez pour intimider les gens. Ethan resta silencieux un long moment, fixant quelque chose par-dessus son épaule. Je ne m'en souviens pas, l'aveu plana dans l'air entre eux, brut et sans défense. Sophia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la pitié, exactement, mais de la compréhension. Elle reconnaissait ce regard dans ses yeux parce qu'elle l'avait vu dans son propre miroir pendant les pires jours chez Lawson, quand la pression semblait écrasante et le succès impossible. « Venez, dit-elle en se levant. Où? Loin d'ici. Vous avez besoin de vous rappeler ce que c'est que d'être humain au lieu d'être un robot générateur de profit. J'ai du travail à finir. Le travail sera toujours là demain. Le monde a réussi à tourner pendant des milliards d'années avant qu'Ethan Carter n'essaie de superviser personnellement sa rotation. Elle lui tendit la main. Faites-moi confiance. Il fixa sa main tendue comme si elle allait le mordre. Je ne fais confiance à personne. Je sais. C'est pourquoi ça va être terrifiant et probablement bon pour vous. Après un moment qui s'étira comme une éternité, Ethan tendit la main et prit la sienne. Sa paume était chaude, légèrement rêche, et envoya une décharge électrique inattendue dans le bras de Sophia. Elle se dit que ce n'était que de l'électricité statique due à la moquette du bureau. Où allons-nous exactement? Demanda-t-il alors qu'elle l'entraînait vers l'ascenseur. Vous verrez. 20 minutes plus tard, il se tenait devant un minuscule dîner de Queens, ouvert tard dans la nuit, qui semblait avoir été décoré par quelqu'un ayant une obsession sérieuse pour l'Americana vintage et les chromes. L'enseigne au néon grésillait et clignotait, annonçant « Sales ». Ouvert 24 juillet. Meilleur café de NYC. Ethan dévisagea l'établissement comme si elle l'avait emmené sur Mars. C'est votre idée de... Quoi, exactement? De la nourriture. De la vraie nourriture. Pas ces déjeuners d'affaires chic où tout le monde est trop occupé à se pavaner pour vraiment manger. Sophia poussa la porte, déclenchant une joyeuse clochette. En plus, je meurs de faim. Et je refuse de manger seul pendant que vous vous tuez lentement à force de travail. L'intérieur était exactement comme annoncé. Banquette en vinyle rouge, sol en damier, et un jukebox probablement plus vieux que deux. Une poignée de clients occupaient des tables éparses, un chauffeur de taxi sirotant un café, deux infirmières encore en blouse partageant une part de tarte, un homme âgé lisant un journal. Sophia. Une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris acier et au sourire capable d'alimenter une petite ville, émergea de derrière le comptoir. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Et qui est ce bel étranger? » « Salut, Rose. Voici Ethan. »« Ethan, voici Rose. Elle fait la meilleure tarte aux pommes des 5 arrondissements. » Rose regarda Ethan de haut en bas, notant le costume cher et la montre avec des yeux vifs. « Wall Street. » Quelque chose comme ça, dit prudemment Ethan. Eh bien, tout ami de Sophia a droit à la bonne banquette. Rose les conduisit à une table d'angle avec une vue parfaite sur la rue. Le café est frais, et je viens de sortir un pain de viande du four. Alors que Rose s'éloignait, Ethan regarda autour du dîner avec un réel désarroi. Comment la connaissez-vous? Je venais ici quand je travaillais tard chez Lawson. Parfois, quand la pression devenait trop forte, je prenais le métro jusqu'ici juste pour me rappeler qu'il y avait un monde en dehors des agences de publicité et des rapports trimestriels. Sophia se glissa dans la banquette en face de lui. Rose avait toujours du café prêt et ne posait jamais de questions sur la raison pour laquelle j'avais l'air d'avoir pleuré. Vous pleuriez? Tout le monde pleure parfois, Ethan.
Ça fait partie de la nature humaine. Elle étudia son visage. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Je ne pleure pas. Jamais. Sophia se renversa, assimilant cette information. Ce n'est pas normal. Vous savez, les gens émotionnellement sains pleurent. C'est comme ça qu'on gère le stress, le chagrin et les émotions écrasantes. Je gère le stress en résolvant des problèmes. Le chagrin est inefficace. Et les émotions écrasantes sont un luxe que je ne peux pas me permettre. Rose revint avec du café et des menus, leur donnant un moment pour absorber la gêne de la déclaration d'Ethan. Sophia enroula ses mains autour de sa tasse, utilisant la chaleur pour se recentrer. « Ok, nouvelle règle, dit-elle finalement. Tant que nous sommes ici, vous n'avez pas le droit de parler d'efficacité commerciale ou de marge de profit. C'est officiellement une zone sans business. Alors, de quoi sommes-nous censés parler? De choses normales. Hobby, famille, film que vous avez vu récemment. Elle fit une pause. Vous avez des hobbies, n'est-ce pas? Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia se demanda s'il avait entendu la question. Je jouais du piano, dit-il enfin. Quand j'étais plus jeune. Avant. Il s'interrompit, fixant son café. Avant quoi? Avant d'apprendre que la musique ne paie pas les factures, ne sauve pas les entreprises ou ne maintient pas les gens dans leur emploi. Sa voix était neutre, mais Sophia décela une pointe de quelque chose de plus profond en dessous. Mon père disait que l'art était pour les gens qui pouvaient se permettre d'échouer. C'est horrible. C'est réaliste. Le monde ne doit rien à personne juste parce qu'il sait jouer du Chopin. Sophia sentit une étincelle de colère au nom du jeune Ethan, qui avait abandonné la musique pour un pragmatisme froid. Peut-être pas, mais le monde est beaucoup moins beau sans les gens qui savent jouer du Chopin. Ethan leva les yeux vers elle, quelque chose d'illisible dans son expression. Vous croyez vraiment ça? Je crois que les choses qui nous rendent humains, l'art, la musique, la créativité, l'émotion, ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Sans elles, nous ne sommes que des machines très sophistiquées. Des machines très sophistiquées qui font tourner l'économie et donnent du travail aux gens. Des machines très sophistiquées qui se tuent au travail dans des pantoufles vides et ne se souviennent jamais de la dernière fois qu'elles ont ri. Ils se regardèrent fixement à travers la petite table, l'air entrechargé de défis tacites et d'une honnêteté inattendue. Sophia réalisa qu'elle entrevoyait des bribes de la personne qu'Ethan avait été avant qu'il ne s'arme de succès et d'isolement. Rose apparut avec des assiettes de pain de viande, de la purée de pommes de terre et des haricots verts qui semblaient avoir été préparés par la grand-mère de quelqu'un. Et voilà, les enfants. Mangez. Ethan fixa son assiette comme s'il n'avait jamais vu de comfort food auparavant. D'habitude, je mange des sushis. Bien sûr que oui. Le poisson cru est le repas parfait pour quelqu'un qui a oublié comment ressentir les choses. Sophia prit une bouchée du pain de viande et ferma les yeux d'appréciation. Ça, c'est de la vraie nourriture. De la nourriture avec une âme. De la nourriture avec environ 3 fois l'apport journalier recommandé en sodium. De la nourriture que Rose a faite avec amour, au lieu d'une équipe de gastronomes moléculaires avec trop de temps et pas assez de bon sens. Malgré lui, Ethan sourit. Pas le sourire aiguisé et prédateur qu'il utilisait dans les salles de conseil, mais quelque chose de plus petit et de plus authentique. Vous avez des opinions très arrêtées sur la nourriture. J'ai des opinions très arrêtées sur la plupart des choses. C'est l'une de mes qualités les plus charmantes. Sophia lui sourit. Goûtez le pain de viande. Je promets qu'il ne vous tuera pas. Ethan prit une bouchée hésitante, mâcha pensivement, et en prit une autre. C'est plutôt bon, en fait. N'ayez pas l'air si surpris. Les pauvres font de la nourriture délicieuse depuis des siècles. Nous n'avons juste jamais eu le budget marketing pour convaincre les riches que ça valait la peine d'être mangé. Pendant qu'il mangeait, Sophia se surprit à étudier le visage d'Ethan à la douce lumière du dîner, sans l'éclairage fluorescent agressif de son bureau. Il avait l'air plus jeune, moins intimidant. Elle pouvait presque l'imaginer en train de jouer du piano, avant que le monde ne lui apprenne que l'art était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. « Je peux vous demander quelque chose, dit-elle. Vous allez le faire, que je réponde ou non. Pourquoi m'avez-vous vraiment engagé? Et ne me sortez pas votre excuse sur le besoin d'apprendre la compétence. Nous savons tous les deux que vous êtes la personne la plus compétente dans n'importe quelle pièce. » Ethan posa sa fourchette, considérant sérieusement la question. Vous voulez la réponse honnête? Toujours.
Parce que vous m'avez regardé et vous avez vu une personne au lieu d'un centre de profit. Il croisa son regard à travers la table. Avez-vous la moindre idée à quel point c'est rare? L'aveu frappa Sophia comme un coup de poing. Elle s'attendait à de l'arrogance, peut-être à un jeu de pouvoir tordu. Elle ne s'attendait pas à une solitude si profonde que sa poitrine s'en serra. La plupart des gens veulent quelque chose de moi. De l'argent. Des relations. Des opportunités. Une vengeance. Vous vouliez juste que je sois meilleur. Il rit, mais il n'y avait aucune gaieté là-dedans. C'était rafraîchissant. Être meilleur n'est pas si compliqué. Il suffit de se soucier d'autre chose que de gagner. S'attacher, c'est dangereux. Quand on tient à des choses, on peut les perdre. Quand on perd des choses auxquelles on tient, ça fait mal. Il poussa la purée dans son assiette. J'ai appris il y a longtemps qu'il est plus facile de ne pas s'en soucier. Plus facile, peut-être, mais pas meilleur. Sophia tendit la main à travers la table sans réfléchir, recouvrant la sienne. Vous ne pouvez pas vous protéger de la perte en refusant de vivre. Ethan baissa les yeux sur leurs mains jointes. Et Sophia ressentit cette même décharge électrique qu'elle avait connue dans son bureau. Cette fois, elle ne retira pas sa main. Et si j'ai oublié comment faire, demanda-t-il doucement. Alors on réapprend. C'est ce que font les gens. On rate. On oublie des choses importantes. Et puis on s'en souvient à nouveau. Elle serra doucement sa main. Je pourrais vous apprendre. M'apprendre quoi? Comment être humain? Comment rire? Comment tenir aux choses sans être terrifié de les perdre? Elle sourit. Voyez ça comme du conseil avancé. Ethan resta silencieux un long moment. Son pouce traçant un motif distrait sur ses jointures. Le simple contact envoya une chaleur en spirale dans tout le corps de Sophia. Et elle réalisa avec une clarté saisissante que c'était un terrain dangereux. Elle était censée lui apprendre la compétence. Pas tomber amoureuse de lui. Mais alors qu'elle regardait dans ses yeux bleus acier et y voyait de la vulnérabilité au lieu du calcul, Sophia se demanda si, peut-être, tomber était exactement ce qu'ils avaient tous les deux besoin d'apprendre à faire. 3 mois, dit enfin Ethan. 3 mois, acquiesça-t-elle. Aucun d'eux ne bougea pour rompre le contact entre leurs mains. Et dehors, le dîner de salle, Manhattan scintillait d'un million de possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer avant ce soir. 3 semaines après le début de leur arrangement, Sophia avait développé une routine. Café à 6h30 au stand devant la tour Pinacle. Ascenseur jusqu'au 42e étage à 6h50. Et 5 minutes pour se préparer mentalement à la guerre d'entreprise qu'Ethan avait planifiée pour la journée. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était de le trouver dans le hall à 6h45, l'air d'avoir dormi dans ses vêtements. Ethan? Elle s'approcha prudemment, notant la chemise froissée, la barbe de 3 jours, et la façon dont ses cheveux habituellement parfaits partaient dans tous les sens. Est-ce que ça va? Il leva vers elle des yeux injectés de sang. Définissez le ça va. Avez-vous dormi ici? Le sommeil est pour ceux qui n'ont pas le groupe Alvarez tentant d'orchestrer une OPA hostile sur l'ensemble de leur entreprise. Il se leva difficilement, grimaçant alors que son dos protestait. Nathan m'a apporté des vêtements de rechange il y a 1 heure. Je n'ai juste pas eu le temps de les utiliser. Sophia sentit une pointe de frustration familière. Quand êtes-vous rentré chez vous pour la dernière fois? Mardi. Peut-être lundi. Les jours se mélangent après un moment. Il commença à marcher vers l'ascenseur, et Sophia remarqua le léger tremblement de ses mains. Nous avons une réunion du conseil dans 30 minutes. Le groupe Alvarez achète nos actions via des sociétés écrans depuis des semaines. Il passe à l'attaque aujourd'hui. Et vous allez les combattre en tenant avec quoi? 3 heures de sommeil au cours des dernières 72 heures? Je vais les combattre parce que c'est ce que je fais. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Ethan entra. Je n'ai pas le luxe d'être fatigué. Sophia le suivit, étudiant son profil pendant qu'il montait. Elle l'avait déjà vu tendu, mais c'était différent. C'était un homme au bord de l'effondrement qui refusait de l'admettre. Parlez-moi d'Alvarez, dit-elle. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ce sont des vautours. Des pilleurs d'entreprises qui achètent des sociétés en difficulté, les démantèlent et vendent les morceaux. La mâchoire d'Ethan se contracta. Il tourne autour de Carter Industries depuis l'acquisition de Lawson. Apparemment, il pense que j'ai pris trop de risques.
C'est le cas? Il lui lança un regard acéré. Je ne prends jamais trop de risques. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 42e étage et Ethan se dirigea vers son bureau sans répondre. Sophia se dépêcha de le suivre, ses talons claquant sur le marbre. Ethan, parlez-moi. C'est grave à quel point? Il s'arrêta brusquement, se tournant vers elle. Un instant, son masque tomba complètement, et Sophia vit une peur brute dans ses yeux. S'ils réussissent, c'est fini. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'emploie. Disparu. Alvarez ne préserve pas les entreprises, Sophia. Ils les détruisent. Combien de personnes travaillent directement pour Carter Industries? 8000. Si vous comptez les filiales et les entreprises partenaires. Il passa une main dans ses cheveux en désordre. Peut-être 20 000. 20 000 familles. 20 000 personnes dont les moyens de subsistance dépendaient de l'homme qui se tenait devant elle, oscillant légèrement à cause de l'épuisement. Sophia sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur ses propres épaules. D'accord, dit-elle. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Ce n'est pas un problème de relations publiques. C'est un combat pour la survie. Et je me bats seul. Non. Sophia s'approcha, assez près pour sentir l'odeur de café et de stress qui émanait de lui. Plus maintenant. Vous m'avez engagé pour vous rendre meilleur en affaires, non? Eh bien, une partie des bonnes affaires, c'est de savoir quand accepter de l'aide. Avant qu'Ethan ne puisse argumenter, Nathan apparut à ses côtés, l'air inhabituellement agité. Monsieur, nous avons un problème. Alvarez vient d'annoncer qu'il convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour cet après-midi. Il demande un vote de défiance. Sophia vit Ethan blêmir. Peuvent-ils faire ça? S'ils contrôlent suffisamment d'actions, oui, dit Nathan en consultant sa tablette. Nos derniers comptages les estiment à environ 35%. Il leur faut 51% pour une majorité. Donc, nous devons nous assurer qu'ils ne les obtiennent pas, dit Sophia. Les deux hommes la regardèrent comme si elle venait d'annoncer son intention de s'envoler pour la Lune. Nous, demanda Ethan. Oui, nous. Vous avez dit que j'avais 3 mois pour prouver que les affaires pouvaient être menées avec cœur. Eh bien, c'est ma chance. Sophia sortit son téléphone. Nathan. J'ai besoin de la liste de tous les actionnaires principaux. Tous les membres du conseil. Tous les investisseurs qui ont une participation significative dans cette entreprise. Et j'ai besoin de leurs informations personnelles, pas seulement leurs contacts professionnels, mais tout. Où ils vivent. Ce qui compte pour eux. Ce qui les empêche de dormir. Sophia, à quoi pensez-vous? La voix d'Ethan était prudente. Je me dis qu'Alvarez aborde ça comme une OPA hostile. Pure agression et intimidation. Mais et si, nous, on gérait ça comme une campagne? Et si, au lieu de nous battre contre nos actionnaires, nous leur rappelions pourquoi ils ont investi chez Carter Industries à la base? Nathan tapotait déjà furieusement sur sa tablette. Je peux vous fournir ces informations dans l'heure. Faites ça en 30 minutes. Sophia se tourna vers Ethan. Et vous, une douche. Rasez-vous. Mettez une chemise propre. On dirait que vous avez dormi dans un parking. Je ne reçois d'ordre de votre consultante? Si. Vous le faites. C'est littéralement pour ça que vous me payez. Sophia adoucit le ton. Ethan. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille si vous vous écroulez d'épuisement avant même qu'elle ne commence. Faites-moi confiance. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait protester. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. Et il hocha la tête. 30 minutes. Ensuite, rendez-vous salle de conférence A. Alors qu'Ethan disparaissait vers sa salle de bain privée, Nathan s'attarda. Mademoiselle Bennett. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr. En 10 ans au service de Monsieur Carter, je ne l'ai jamais vu accepter l'aide de qui que ce soit. Le fait qu'il vous écoute. Nathan marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. C'est significatif. Il a peur, dit doucement Sophia. Et les gens qui ont peur prennent de mauvaises décisions. Je ne le laisserai pas se détruire en essayant de sauver tout le monde. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nathan jeta un œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté.
La raison pour laquelle Alvarez nous cible maintenant. C'est personnel. Personnel? Comment ça? Carlos Alvarez est le demi-frère d'Ethan. Sofia sentit son estomac se nouer. Son quoi? Même père. Mère différente. Carlos est né 6 mois après Ethan. Mais sa mère était. Disons qu'elle n'était pas l'épouse légitime. Quand leur père est mort, il a tout légué à Ethan. Carlos n'a rien eu. Et maintenant, il veut sa revanche. Il veut ce qu'il estime lui revenir de droit. Et il est prêt à détruire Carter Industries pour l'obtenir. L'expression de Nathan était sombre. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, mademoiselle Bennett. C'est une affaire de famille. Sofia s'affala sur la chaise la plus proche, l'esprit en ébullition. Une OPA hostile, c'était une chose. Elle savait élaborer des stratégies contre les pilleurs d'entreprise. Mais une querelle de famille? C'était infiniment plus compliqué. Et dangereux. Est-ce qu'Ethan sait que vous m'avez dit ça? Monsieur Carter ne parle de sa famille à personne. Mais si vous comptez l'aider dans cette bataille, vous devez comprendre à quoi vous vous mesurez vraiment. 20 minutes plus tard, Sofia était cernée de dossiers, de rapports financiers et de vérifications d'antécédents étalés sur la table de conférence tel un plan de bataille. Elle avait sollicité ses anciens contacts chez Lawson, contactant quiconque pouvait avoir des informations sur les opérations du groupe Alvarez. Ce qu'elle découvrit n'était pas encourageant. Carlos Alvarez était méthodique, patient et totalement impitoyable. Il avait passé les 5 dernières années à acquérir systématiquement des entreprises, à les dépouiller de leurs actifs et à vendre ce qu'il en restait au plus offrant. Son taux de réussite était de près de 100%. Mais alors que Sofia creusait les profils des actionnaires de Carter Industries, elle commença à voir des schémas. Ce n'était pas de simples portefeuilles d'investissement. C'étaient des gens. La docteure Emily Liu avait investi les économies de sa retraite après que Carter Industries eut financé le centre de recherche médicale où elle travaillait. Le fonds familial Thomson avait acheté des parts parce que l'entreprise d'Ethan avait sauvé leur société de la faillite 3 ans plus tôt. Ce ne sont pas que des investisseurs, murmura Sofia en prenant des notes dans la marge. Ce sont des gens qu'Ethan a aidés. Parler tout seul est généralement considéré comme le signe d'une dépression nerveuse imminente. Sofia leva les yeux et trouva Ethan dans l'encadrement de la porte. Métamorphosé. La douche et les vêtements propres avaient fait des miracles. Il ressemblait au puissant et confiant homme d'affaires qu'elle avait rencontré dans le hall, mais elle voyait la fatigue qui persistait dans son regard. Mieux, dit-elle avec approbation. Maintenant, vous ressemblez à quelqu'un qui dirige une multinationale de plusieurs milliards de dollars, et non à un patient fraîchement sorti d'un établissement psychiatrique. Vos discours d'encouragement sont à revoir. Ethan prit le siège en face d'elle, balayant du regard les documents qu'elle avait étalés. Qu'avez-vous trouvé? Vos actionnaires ne sont pas que des chiffres sur un bilan. Ce sont des gens dont vous avez changé la vie. Le docteur Liu, la famille Thomson, Maria Hernandez, qui dirige l'initiative pour les petites entreprises que vous avez financées. Sofia sortit une douzaine de dossiers. Ces gens n'ont pas investi chez Carter Industries parce qu'ils pensaient devenir riches. Ils ont investi parce qu'ils croient en ce que vous construisez. Croire en quelque chose ne se traduit pas toujours par de la loyauté quand l'argent entre en jeu, peut-être pas, mais c'est un point de départ. Sofia se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Manhattan. Alvarez mène cela comme un raid boursier classique, tout en intimidation et en pression financière. Mais si nous rappelions à ces gens qu'ils ne sont pas de simples actionnaires? Qu'ils sont des partenaires dans quelque chose qui a du sens. Ethan la rejoignit à la fenêtre, assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de son corps. Vous voulez rendre ça personnel? Je veux rendre ça humain. Ce n'est pas pareil. Sofia se tourna pour lui faire face et se retrouva piégée entre son corps et la fenêtre, soudain très consciente de sa taille, de l'intensité de son regard. Alvarez voit votre entreprise comme un ensemble d'actifs à liquider. Vous la voyez comme des chiffres sur une feuille de calcul qu'il faut protéger. Mais si on aidait tout le monde à se souvenir qu'il s'agit en fait de gens? Et si nous avons tort? S'ils choisissent l'argent d'Alvarez plutôt que le vague sentiment que vous croyez qu'ils éprouvent pour moi? Sofia voyait son propre reflet dans ses yeux. Pouvait compter les cils qui les encadraient. Alors nous perdrons. Mais nous perdrons en nous battant pour quelque chose qui en vaut la peine, au lieu de nous battre juste pour gagner. Ethan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Vous réalisez que si ça ne marche pas,
votre carrière coule avec la mienne. Je sais. Alvarez ne se contentera pas de détruire Carter Industries. Il s'assurera que tous ceux qui sont associés à cette entreprise ne travailleront plus jamais dans le monde des affaires américain. Je sais. Alors, pourquoi êtes-vous prête à tout risquer pour une entreprise pour laquelle vous travaillez depuis 3 semaines? Sophia sentit la chaleur lui monter au cou alors qu'elle réalisait la vérité. Elle ne risquait pas tout pour Carter Industries. Elle risquait tout pour l'homme qui se tenait devant elle. L'homme qui s'épuisait au travail pour protéger 20 000 familles qu'il n'avait jamais rencontrées. L'homme qui avait abandonné la musique parce qu'on l'avait convaincu que la beauté était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, dit-elle doucement. Et parce que vous n'êtes pas aussi insensible que vous le prétendez. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Nathan fit irruption dans la pièce. Monsieur, nous avons un problème. Alvarez vient de publier un communiqué. Il annonce une conférence de presse d'urgence dans 2 heures. Et il annonce son intention de liquider les divisions non rentables de Carter Industries dès l'acquisition. Sophia sentit Ethan se raidir à côté d'elle. Quelle division? Toutes, monsieur. Le financement de la recherche médicale. L'initiative pour les petites entreprises. Les bourses d'études. Les programmes environnementaux. La voix de Nathan était sombre. Tout ce qui ne montre pas un profit immédiat. Ces programmes emploient des milliers de gens, dit Sophia, l'horreur montant dans sa voix. Plus maintenant. Ce ne sera plus le cas. Ethan s'éloigna de la fenêtre. Son masque de contrôle se remit brutalement en place. Alvarez ne s'attaque pas seulement à mon entreprise. Il déclare la guerre à tout ce que j'ai essayé de construire. Sophia le regarda arpenter la salle de conférence. Ses mouvements vifs et prédateurs. C'était le Ethan Carter. Celui que le monde des affaires craignait. Froid. Calculateur. Dangereux. Mais elle voyait la douleur sous la colère. La façon dont ses mains se serraient en poing alors qu'il assimilait l'ampleur de ce à quoi il faisait face. Nous allons riposter, dit-elle. Comment? Alvarez a la machine médiatique. Le soutien financier. Les relations politiques. Il a l'argent et le pouvoir. Mais nous avons quelque chose de mieux. Sophia se dirigea vers la table, rassemblant les dossiers des actionnaires. Nous avons la vérité. Et nous avons des gens qui se souviennent de ce que cela fait d'être aidé au lieu d'être exploité. Sophia, ce n'est pas l'une de vos campagnes de publicité. C'est la vraie vie. Avec de vraies conséquences. Je sais. C'est pour ça que ça va marcher. Elle lui fit face de l'autre côté de la table. Le menton levé, déterminé. Alvarez pense qu'il s'agit d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de la différence entre construire quelque chose et le détruire. Et je pense que, au final, la plupart des gens préfèrent faire partie de quelque chose qui construit plutôt que de quelque chose qui détruit. Ethan la dévisagea un long moment. Sophia pouvait presque le voir peser les options. Calculer les probabilités. Mesurer les risques. Finalement, il hocha la tête. De quoi avez-vous besoin? L'accès à tout le monde. Actionnaires. Employés. Membres du conseil. Partenaires. Tous ceux qui ont un intérêt dans ce qui arrive à cette entreprise. Et je les veux tous dans la même pièce à 4 heures. C'est impossible. Certaines de ces personnes sont dans d'autres fuseaux horaires. D'autres pays. Alors, on le fera en visio. Nathan, pouvez-vous organiser une vidéoconférence capable de gérer une centaine de participants? Nathan sortait déjà son téléphone. Je m'en occupe. Et Ethan. Sophia attrapa son bras alors qu'il commençait à partir. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui va être très difficile pour vous. Quoi? J'ai besoin que vous leur disiez la vérité. Pas la version corporate. Pas le communiqué de presse édulcoré. La vraie vérité sur ce que cette entreprise signifie pour vous. Ce que ces programmes signifient pour les gens qu'ils aident. Et ce qui se passera si Alvarez réussit. La mâchoire d'Ethan se crispa. Je ne fais pas dans le pathos. Aujourd'hui, si. Parce que si nous voulons sauver cette entreprise, nous avons besoin que les gens se souviennent pourquoi ils ont voulu en faire partie à la base. Sophia s'approcha, posant sa main sur sa poitrine. Sentant son cœur battre la chamade sous sa paume.
Et pour que ça marche, ils doivent voir votre cœur. Un instant, Ethan recouvrit la main de la sienne. Ses yeux sont dans son visage. Et si je ne sais plus comment faire? Alors je vous le rappellerai, dit doucement Sophia. C'est à ça que servent les partenaires. Le mot resta en suspens entre eux. Partenaire. Pas consultante. Pas employé. Mais quelque chose de plus profond. Et de plus dangereux. Sophia vit la reconnaissance poindre dans le regard d'Ethan. Vit le moment où il réalisa que, quelque part au cours des 3 dernières semaines, leur arrangement professionnel était devenu tout autre chose. 4 heures, dit-il enfin. 4 heures, acquiesça-t-elle. Alors que Sophia le regardait quitter la salle de conférence, elle réalisa qu'en essayant de sauver l'entreprise d'Ethan, elle venait peut-être d'admettre quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Vraiment. Rapidement. Et complètement à l'encontre de son bon sens. Mais en regardant les dossiers éparpillés sur la table, toutes ces vies qui dépendaient de l'issue de cet après-midi, elle sut que ce qu'elle ressentait importait peu. Ce qui comptait, c'était de s'assurer que, lorsque la poussière retomberait, Ethan Carter soit toujours debout. Et que l'homme qui avait abandonné la musique au profit du pragmatisme ne perde pas tout le reste de ce qu'il avait construit. La bataille pour Carter Industries était sur le point de commencer. Et Sophia Bennett allait s'assurer de la gagner. Même si cela signifiait y risquer son cœur. À 15h47, la salle de conférence avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à un centre de contrôle de mission spatiale. De multiples écrans affichaient des flux vidéo du monde entier, tandis que Sophia arpentait un tableau blanc couvert de noms, de chiffres et de ce qui semblait être un plan de bataille très complexe. Son chignon sophistiqué s'était défait des heures auparavant, et elle avait depuis longtemps abandonné ses talons pour marcher pieds nus. Ethan se tenait au bout de l'imposante table en acajou, incarnant parfaitement le PDG milliardaire, malgré l'épuisement dont Sophia savait qu'il le rongeait de l'intérieur. Autour de la table siégeaient les membres du conseil d'administration de Carter Industries, tandis que les écrans montraient les actionnaires se connectant depuis Londres, Tokyo, Sao Paulo et une douzaine d'autres villes. « Mesdames, messieurs », commença Ethan, sa voix portant cette autorité familière capable de réduire au silence une salle pleine de dirigeants mondiaux. Merci de nous rejoindre dans un délai aussi court. Comme vous le savez, le groupe Alvarez a demandé un vote d'urgence des actionnaires cet après-midi. Avant ce vote, je tenais à ce que vous entendiez directement de ma bouche ce qui est réellement en jeu ici. Sophia observait les visages sur les écrans, cherchant le moindre signe de la tournure des événements. La docteure Emily Liu semblait inquiète. Le représentant de la famille Thomson paraissait confus. Maria Hernandez, de l'Initiative pour les petites entreprises, semblait prendre des notes. Les chiffres sont simples, continua Ethan. Le groupe Alvarez contrôle désormais environ 35% des actions de Carter Industries. Il leur faut 51% pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est ce qui se passera s'ils y parviennent. Il cliqua sur une télécommande, et l'écran principal afficha une analyse détaillée du modèle économique du groupe Alvarez. Sophia l'avait aidé à préparer cette présentation, mais en le regardant la faire, elle fut à nouveau frappée par son assurance. Quand il baissait juste assez la garde pour montrer qu'il s'en souciait vraiment. Le groupe Alvarez est spécialisé dans ce qu'ils appellent l'optimisation des actifs, dit Ethan, sa voix se durcissant. Concrètement, cela signifie qu'ils achètent des entreprises, licencient autant d'employés que possible, revendent tout ce qui ne génère pas de profit immédiat, et liquident le reste. Ces 5 dernières années, ils ont acquis 17 entreprises. Ces entreprises employaient au total 43 000 personnes. Aujourd'hui, moins de 8 000 de ces emplois existent encore. Un murmure parcourut la salle et, à travers les connexions vidéo, Sophia vit plusieurs actionnaires échanger des regards. Si le groupe Alvarez prend le contrôle de Carter Industries, continua Ethan, ils ont déjà annoncé leur intention de mettre fin immédiatement à ce qu'ils appellent les divisions non rentables. Cela inclut notre programme de financement de la recherche médicale, qui soutient actuellement des recherches de pointe sur le cancer dans 15 hôpitaux. Cela inclut notre initiative pour les petites entreprises, qui a aidé plus de 200 sociétés à démarrer dans des communautés mal desservies. Cela inclut notre programme de bourse d'études, qui a envoyé plus de 5000 étudiants à l'université qui n'en auraient pas eu les moyens autrement. Le docteur Liu se pencha sur son écran. Ethan. Est-ce confirmé? Il supprimerait vraiment le financement de la recherche médicale? Ce n'est pas seulement confirmé, Emily.
C'est leur stratégie déclarée. Carlos Alvarez a donné une interview au Wall Street Journal ce matin, où il a qualifié nos programmes humanitaires de gaspillage pour se donner bonne conscience que les actionnaires ne devraient pas avoir à subventionner. Sofia observa l'onde de choc et de colère qui parcourut la salle virtuelle. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Ces gens n'étaient pas de simples investisseurs. Ils étaient partenaires dans quelque chose qui avait du sens. Mais voici ce que le groupe Alvarez ne comprend pas, dit Ethan, et Sofia entendit quelque chose de nouveau dans sa voix. Quelque chose de plus chaleureux. De plus personnel. Ils voient ces programmes comme des dépenses à réduire. Je les vois comme des investissements dans l'avenir. Le programme de recherche du Dr Liu a produit 3 brevets qui ont généré plus de 50 millions de dollars de droits de licence l'année dernière. Notre initiative pour les petites entreprises a créé des partenariats qui ont rapporté 200 millions de dollars de nouveaux contrats. Nos bourses d'études ont produit des ingénieurs, des médecins et des entrepreneurs qui contribuent désormais à notre économie d'une manière qui ne se mesure pas dans un rapport trimestriel. Maria Hernandez prit la parole depuis son écran à Chicago. Ethan. Que nous demandez-vous de faire? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Sofia s'avança. Elle préparait ce moment depuis des heures. Mais maintenant qu'il était là, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il vous demande de vous souvenir pourquoi vous avez investi chez Carter Industries à la base, dit-elle, regardant droit dans les caméras qui porteraient ces mots à travers le monde. Et moi, je vous demande de me laisser vous raconter une histoire. Ethan lui lança un regard interrogateur, mais Sofia continua. Cela ne faisait pas partie de la présentation prévue. Mais parfois, les choses les plus importantes ne peuvent pas être écrites à l'avance. Il y a 3 mois, j'étais au chômage, sur liste noire, et à environ $30 de devoir retourner vivre chez mes parents. Je venais de perdre mon emploi à cause d'une acquisition d'entreprise qui avait mal tourné, une acquisition orchestrée par Ethan Carter. J'étais en colère, humilié, et je lui reprochais d'avoir ruiné ma vie. Elle voyait la confusion sur les visages autour de la table et sur les écrans. Ce n'était certainement pas ce à quoi on s'attendait. Alors, quand je lui suis rentré dedans dans le hall de cet immeuble, j'ai fait quelque chose d'incroyablement stupide. Je l'ai traité d'incompétent. Devant 50 personnes, je lui ai dit qu'il n'avait pas de cœur, qu'il se souciait plus des marges de profit que des vies humaines. Sofia jeta un œil à Ethan, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. Et vous savez ce qu'il a fait? Il aurait pu me faire arrêter pour harcèlement. Il aurait pu me poursuivre en justice pour diffamation. Il aurait pu utiliser son pouvoir considérable pour s'assurer que je ne travaille plus jamais. Elle se tourna à nouveau vers les caméras. Au lieu de ça, il m'a engagé. Il m'a donné une chance de prouver qu'on pouvait faire des affaires avec cœur, et pas seulement par calcul. Il m'a laissé le défier, débattre avec lui, et le forcer à voir son entreprise sous un autre angle. Le docteur Liu se penchait en avant sur son écran maintenant, clairement intrigué. Et qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé un homme qui travaille 18 heures par jour parce qu'il sait que 20 000 familles dépendent des décisions qu'il prend. J'ai trouvé quelqu'un qui examine personnellement chaque dossier de bourse d'études parce qu'il veut s'assurer que l'argent va à des jeunes qui l'utiliseront pour construire quelque chose de mieux. J'ai trouvé un PDG qui pourrait gagner 100 millions de dollars de plus par an s'il supprimait nos programmes humanitaires, mais qui refuse de le faire parce qu'il sait que ces programmes sauvent des vies. La voix de Sofia se renforça, Carlos Alvarez regarde Carter Industries et y voit des actifs à dépouiller et à vendre, mais ce n'est pas ce qu'est cette entreprise. Cette entreprise, c'est la recherche sur le cancer du Dr Liu. C'est l'usine de la famille Thomson, qui se maintient à flot pendant la récession. C'est l'initiative de Maria qui a aidé 200 entrepreneurs à poursuivre leurs rêves. Elle se dirigea vers le tableau blanc où elle avait cartographié chaque actionnaire, chaque connexion, chaque vie que Carter Industries avait touchée. Le groupe Alvarez veut que vous votiez par peur. Peur de perdre de l'argent. Peur de passer à côté de profits à court terme. Mais moi, je vous demande de voter par espoir. L'espoir que nous pouvons construire quelque chose de durable. L'espoir que les affaires peuvent être une force positive dans le monde. L'espoir que lorsque nous serons tous partis, nous aurons laissé derrière nous quelque chose qui aura rendu le monde un peu meilleur. Le silence était total dans la salle. Tout le monde était concentré sur Sofia. Ethan Carter n'est pas parfait. Il est têtu, il est arrogant, et il a tendance à penser qu'il peut résoudre tous les problèmes en travaillant plus dur au lieu de travailler plus intelligemment. Mais c'est aussi le genre de leader qui se battra pour ce qui est juste, même quand ce n'est pas rentable.
C'est le genre d'homme qui sacrifiera son propre confort pour protéger des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Et c'est le genre de PDG qui mérite des partenaires qui croient en quelque chose de plus que l'argent. Sophia se tourna vers Ethan, qui la fixait avec une expression d'émerveillement et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. C'est l'homme que j'ai appris à connaître ces 3 derniers mois. C'est le leader que je vous demande de soutenir. Non pas parce que c'est le choix sûr ou le choix rentable, mais parce que c'est le bon choix. Elle recula, le cœur battant, et Ethan vint se placer à côté d'elle. Pendant un instant, elle crut qu'il allait reprendre la présentation, revenir à la sécurité des chiffres et des projections. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui choqua tout le monde dans la salle. Il sourit. Pas son sourire d'affaires habituel, tranchant, mais quelque chose de sincère, de chaleureux et d'entièrement humain. Sophia a raison sur un point, dit-il, sa voix portant un ton qu'aucun d'entre eux n'avait entendu auparavant. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. J'ai fait passer les profits avant les gens. Et je me suis convaincu que se soucier des autres était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il regarda droit dans les caméras, et Sophia put le voir faire le choix d'être vulnérable devant les personnes les plus puissantes de son monde professionnel. Mais il y a 3 mois, une femme très courageuse s'est tenue dans le hall de cet immeuble et m'a traité d'incompétent. Elle avait raison. Non pas parce que je ne savais pas diriger une entreprise, mais parce que j'avais oublié pourquoi je voulais en diriger une à la base. Ethan se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur Manhattan, et Sophia le vit rassembler ses pensées. Mon père a bâti Carter Industries à partir de rien. Il a commencé avec un simple contrat de construction et le rêve de créer quelque chose qui durerait. Mais en chemin, il a perdu ce rêve de vue. Il est devenu tellement obsédé par la victoire qu'il a oublié pourquoi il se battait. Sophia réalisa que c'était la première fois qu'elle entendait Ethan parler de sa famille avec autre chose qu'un professionnalisme froid. Quand mon père est mort, il m'a laissé une entreprise et un demi-frère qui s'est senti floué de son héritage. Carlos a passé les 15 dernières années à essayer de prouver qu'il méritait ce dont j'ai hérité. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il aurait été un meilleur choix pour diriger Carter Industries. Plusieurs personnes commencèrent à protester, mais Ethan leva la main. Mais Carlos voit cette entreprise comme un héritage à revendiquer. J'ai appris à la voir comme une responsabilité à honorer. Chaque personne que nous employons, chaque programme que nous finançons, chaque partenariat que nous construisons. Ce ne sont pas de simples lignes sur un bilan. Ce sont des promesses que nous avons faites d'être meilleurs qu'hier. Il se retourna pour faire face à la salle et aux caméras. Le groupe Alvarez vous offre de l'argent. Je vous offre un but. Ils promettent des profits à court terme. Je promets un impact à long terme. Ils veulent liquider ce que nous avons construit. Je veux construire quelque chose d'encore mieux. Ethan retourna à la table, posant ses mains à plat sur la surface en acajou en regardant chaque membre du conseil. Dans 15 minutes, vous allez voter sur l'avenir de Carter Industries. Vous pouvez choisir l'argent d'Alvarez, ou vous pouvez choisir de faire partie de quelque chose qui compte. Mais quoi que vous choisissiez, je veux que vous sachiez que travailler avec vous tous a été le plus grand privilège de ma vie professionnelle. Il se redressa, et Sophia put voir qu'il se préparait à la suite. Le docteur Liu fut la première à parler. J'ai une question pour vous deux. Sophia, vous avez dit qu'il y a 3 mois, vous détestiez Ethan pour avoir détruit votre carrière chez Lawson. Maintenant, vous risquez tout pour sauver son entreprise. Qu'est-ce qui a changé? Sophia sentit tous les regards se tourner vers elle et réalisa que c'était l'heure de vérité. Elle pouvait donner une réponse professionnelle sur l'éthique des affaires et la responsabilité d'entreprise, ou elle pouvait dire la vérité. Je suis tombée amoureuse de lui, dit-elle simplement. L'aveu provoqua une onde de choc dans la salle que Sophia put presque sentir. Ethan devint complètement immobile à côté d'elle, et elle réalisa qu'elle venait de faire le plus gros pari de sa vie. Pas seulement romantiquement. Enfin, si, ça aussi. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui s'épuise au travail pour protéger des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Je suis tombée amoureuse du leader qui pourrait gagner des millions en supprimant des programmes humanitaires, mais qui refuse de le faire parce que c'est mal. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a arrêté de jouer du piano parce qu'il pensait que l'art était un luxe, mais qui insuffle de la beauté dans tout ce qu'il crée malgré tout. Sophia se tourna vers Ethan, ne se souciant plus de qui regarder ou de ce que cela pourrait lui coûter professionnellement. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a appris que la compétence, ce n'est pas être parfait, c'est se soucier suffisamment des choses pour continuer à essayer d'être meilleur. Le silence qui suivit sembla durer des heures.
Puis Maria Hernandez prit la parole depuis Chicago. Eh bien, ça règle la question pour moi. Tout homme capable d'inspirer une telle loyauté mérite la mienne. Le docteur Liu opina sur son écran. Je travaille avec Ethan depuis 5 ans. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles, mais je ne l'ai jamais vu en prendre une cruelle. Alvarez ne peut pas en dire autant. Un par un, les actionnaires prirent la parole, la famille Thomson, le fonds Wilson, les gérants de fonds de pension qui avaient investi parce qu'ils croyaient en la mission de Carter Industries. Sophia regarda le visage d'Ethan alors que, personne après personne, il choisissait de le soutenir, et elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il luttait pour retenir ses larmes. Au moment du vote, l'offre de prise de contrôle du groupe Alvarez fut écrasée. Le décompte final leur donnait seulement 38% de soutien, bien loin de ce qu'il fallait pour prendre le contrôle. Alors que les appels vidéo prenaient fin et que les membres du conseil commençaient à quitter la salle, Sophia se retrouva seule avec Ethan pour la première fois depuis sa très publique déclaration d'amour. Il se tenait à nouveau près de la fenêtre, regardant la ville qu'il venait de se battre pour protéger. Alors, dit-elle, essayant de garder un ton léger. C'était soit le meilleur, soit le pire coup de ma carrière. Ethan se tourna vers elle, et Sophia fut surprise de voir que ses yeux brillaient de larmes contenues. Sophia, dit-il, mais elle le coupa. Ce n'est pas grave, dit-elle rapidement. Je sais que c'est compliqué. Je sais que vous n'êtes pas du genre en relation. Et je sais que mélanger les affaires et les sentiments personnels est probablement contre toutes les règles de votre manuel d'entreprise. Je ne pouvais juste pas vous laisser mener cette bataille en pensant que vous étiez seul. Au lieu de répondre, Ethan traversa la pièce en 3 enjambées rapides et prit son visage en coupe. Vous êtes incroyable, impossible, dit-il doucement. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? Probablement de détruire ma carrière et de rendre les choses incroyablement gênantes entre nous. Ethan rit, le premier rire sincère que Sophia lui ait jamais entendu. Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé 20 000 emplois. Vous m'avez rappelé pourquoi je voulais construire quelque chose à la base. Ses pouces tracèrent le contour de ses pommettes, et Sophia sentit son souffle se couper. Et vous m'avez fait réaliser que j'ai été un idiot ces 3 derniers mois. Seulement 3 mois? Bon, probablement plus longtemps que ça. Mais plus précisément, j'ai été un idiot à votre sujet. La voix d'Ethan devint sérieuse. Je vous ai engagé parce que vous n'aviez pas peur de moi. Je vous ai gardé parce que vous me défiez. Mais je suis tombé amoureux de vous parce que vous avez vu quelque chose en moi que j'avais oublié. Le cœur de Sophia s'arrêta. Vous quoi? Je suis tombé amoureux de vous, Sophia Bennett. Quelque part entre ce premier jour dans le hall et le moment où je vous ai regardé convaincre une centaine de personnes puissantes de croire en quelque chose de plus grand que l'argent, je suis tombé complètement, irrévocablement amoureux de vous. Avant que Sophia ne puisse répondre, la bouche d'Ethan fut sur la sienne, et elle découvrit qu'embrasser un milliardaire ressemblait étrangement à embrasser n'importe qui d'autre, à l'exception près que ses genoux flageolèrent, son cerveau court-circuita et qu'elle en oublia son propre nom. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia réalisa qu'ils respiraient tous les deux difficilement. Alors, dit-elle, essayant de retrouver son équilibre. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours employé? Ça dépend. Êtes-vous toujours intéressé par le fait d'apprendre à un milliardaire arrogant à être humain? Sophia sourit, levant la main pour redresser sa cravate. Je pense que vous progressez plutôt bien tout seul. Mais oui, ça m'intéresse. Tant que les avantages incluent des visites régulières aux salles dîner, un rappel occasionnel que vous avez le droit de faire des pauses, et un récital de piano de temps en temps. Les sourcils de Sophia se haussèrent. Vous allez recommencer à jouer? Quelqu'un de très sage m'a dit récemment que l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et j'ai beaucoup d'années à rattraper. Ethan sourit, et Sophia réalisa que c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Et puis, je dois jouer la sérénade à la femme qui a sauvé mon entreprise. Notre entreprise, corrigea Sophia. Nathan m'a dit que vous faisiez de moi une associée, pas seulement une consultante. Nathan est une pipelette. Nathan a un excellent jugement. Tout comme son patron, quand il se souvient d'écouter son cœur au lieu de sa calculatrice. Ethan la fit tournoyer dans la salle de conférence vide, riant tous les deux comme des adolescents. Quand il la reposa, Sophia réalisa que quelque part, ces 3 derniers mois, elle avait trouvé exactement ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant. Maintenant,
nous rentrons dans mon pantouse vide, on commande chinois, et vous me réapprenez à jouer du piano. Ethan l'embrassa doucement sur le front. Et demain, nous commençons à construire quelque chose d'encore mieux que ce que nous avons sauvé aujourd'hui. Sophia regarda Manhattan s'étendre sous leurs pieds, toutes ces lumières représentant toutes ces vies pour lesquelles ils s'étaient battus, et réalisa que parfois, les meilleures choses de la vie venaient des endroits les plus inattendus. Comme tomber amoureuse de l'homme que vous aviez un jour traité d'incompétent devant 50 témoins. Je vous aime aussi, au fait, dit-elle, au cas où ce n'était pas clair avec mon humiliation publique de tout à l'heure. C'était clair, dit Ethan en l'attirant contre lui. Mais j'aime l'entendre quand même. Alors qu'ils quittaient la tour Pinacle ensemble ce soir-là, le téléphone de Sophia vibra. Un texto d'Olivia. Vu les infos sur l'affaire Alvarez. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas vraiment tombée amoureuse du milliardaire. Sophia regarda Ethan, qui essayait de héler un taxi tout en consultant son téléphone, et qui parvenait quand même à être incroyablement beau. D'accord, je ne te le dirai pas, tapatait-elle en réponse. Sophia Rose Bennett, tu es soit la femme la plus chanceuse du monde, soit complètement folle. Sophia sourit alors qu'Ethan réussissait à arrêter un taxi et lui tenait la porte avec une révérence exagérée. Probablement les deux, répondit-elle. Mais je suis heureuse. Et tandis que leur taxi s'engageait dans la circulation de Manhattan, en direction d'un pantouse où un milliardaire allait se souvenir comment jouer du piano pendant qu'une ex-publicitaire lui apprenait que les choses les plus importantes de la vie ne pouvaient pas être mesurées sur un bilan, Sophia réalisa que parfois, l'incompétence était exactement ce dont le monde avait besoin. Parfois, la meilleure façon de diriger une entreprise était de se souvenir qu'elle était composée de gens. Et parfois, les partenariats les plus réussis commençaient par quelqu'un d'assez courageux pour traiter un homme puissant d'incompétent devant 50 témoins. 3 mois plus tard, Carter Industries annonçait des profits records, l'expansion de tous les programmes humanitaires, et les fiançailles du PDG Ethan Carter avec la nouvelle directrice de la création, Sophia Bennett. Le mariage eut lieu au Sales Dîner dans le Queens, où Rose prépara le gâteau, et la liste des invités comprenait des milliardaires, des membres du conseil d'administration et un chauffeur de taxi qui étaient devenus amis avec les heureux mariés lors de leurs visites nocturnes régulières. Et si la performance au piano du marié pendant la réception fit pleurer tout le monde, eh bien, c'était juste la preuve que l'art était vraiment une nécessité, pas un luxe. Certaines histoires d'amour commencent par un coup de foudre. D'autres commencent par quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité, même quand elle dérange. L'histoire de Sophia et Ethan a commencé par une accusation d'incompétence, s'est épanouie dans le partenariat, et est devenu ce genre d'amour qui change non seulement deux personnes, mais aussi tous ceux qui les entourent. Et ils vécurent, pas nécessairement heureux pour toujours, parce que la vraie vie est plus compliquée que les contes de fées, mais consciemment, avec détermination, et avec cette joie féroce qui vient du fait de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Même si cette personne vous a un jour mise tellement en colère que vous l'avez traité d'incompétent devant la moitié de Wall Street. Surtout dans ce cas-là. Fin.